Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire ANSYS 2021 R2 pour la partie mécanique des fluides. Nous allons commencer. Je me présente brièvement. Je m'appelle Timothée Delay. Je suis ingénieur calcul CFD depuis maintenant 2 ans chez CADFEM. Je suis principalement actif au support technique dans l'équipe germanophone et francophone. Et en parallèle, je m'occupe aussi de projets en consulting et aussi d'accompagner les clients dans leurs premiers pas dans l'utilisation de Fluent et Discovery, entre autres. Avant de démarrer véritablement ce webinaire, je vous invite, si vous le voulez, à utiliser le Q&A à droite de l'interface dans Teams pour poser vos questions ou laisser des commentaires. Normalement, on aura entre 5 et 10 minutes à la fin de cette session pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure de laisser vos questions. Petit aperçu sur les différents thèmes pour aujourd'hui. Donc nous verrons d'abord les changements dans cette version 2021 R2 en arrière-plan sur les changements de licence. Puis nous verrons tous les changements au premier plan, notamment sur l'interface graphique, essentiellement pour Fluent, mais un petit peu CFX aussi. Puis je vous invite à voir les différentes améliorations dans cette version par domaine d'activité ou par domaine physique, on va dire. Voilà. Commençons par les différents changements au niveau des licences. Une grande nouveauté dans cette version, c'est la fusion entre CFD Enterprise et ChemKing Enterprise. Ce qui veut dire que maintenant, avec CFD Enterprise, vous aurez la possibilité d'accéder à de nouvelles applications, donc ChemKing Pro, Energico et Reaction Workbench. Et ce faisant, avec ce changement, ChemKing et Forte sont maintenant accessibles par Elastic Licensing. ChemKing Pro va devenir Legacy, entre autres. Aussi, un gros changement du côté de Polyflow, c'est certains modèles de base de Polyflow sont maintenant accessibles avec des CFD Pro, notamment tout ce qui est extrusion de polymères, moulage, thermoformage, soufflage, etc. Ça, vous pouvez directement accéder à CFD Pro. Le reste des fonctionnalités restant accessibles uniquement par CFD Enterprise. Un changement dans les incréments de licence pour CFD Pro, avec CFD Prep Post Pro qui remplace maintenant 2 incréments Fluent Meshing Pro et Fluent Setup Post Pro. Ces changements d'incréments sont déjà rétroactifs ont déjà été intégrés depuis janvier de cette année. Si vous avez une clé de licence antérieure à cette date, il faudra donc actualiser la clé de licence pour être à jour avec la version 2021 R2. Autre modification au niveau des licences, c'est la possibilité maintenant d'accéder à SpaceClaim directement avec les licences Global, Mechanical, CFD, Electronics et Multiphysics. De même pour toutes les applications de maillage, ANSYS Meshing, ASM, SpaceClaim Meshing. Et surtout avec Discovery Modeling, donc l'incrément Disco Level 1, vous aurez comme toujours la possibilité d'accéder au mode modeling de Discovery, mais surtout, et c'est la nouveauté de cette version, c'est de pouvoir utiliser Design Modeler et SpaceClaim avec cette licence. Pour les utilisateurs de Blade Modeler, vous pouvez c'est maintenant intégré dans Elastic Licensing. Donc toute la suite Blade Editor, Blade Gen et la suite Vista peuvent être intégrés dans le workflow pour utiliser par Elastic Licensing. Voilà, c'était donc tout n'a pas été cité, mais les grands changements de licence pour cette version 2021 R2. Je vous propose maintenant de voir les
les changements à l'interface graphique pour l'utilisateur. Essentiellement Fluent, un petit peu CFX. Alors vous avez sans doute été confronté à cette situation, j'imagine, où vous vouliez savoir un petit peu quels étaient avoir un résumé en gros de toutes les modifications, conditions limites, conditions d'initialisation, quel modèle a été utilisé sur un ancien fichier, dans un ancien modèle Fluent. C'était déjà possible avec la commande TWI file write settings. Oui. Mais bon, l'interface, enfin en tout cas l'affichage n'était pas forcément très lisible. Maintenant, c'est possible directement dans l'interface graphique d'avoir la différence entre les changements apportés dans le modèle par rapport aux valeurs standards. Donc voilà, toutes les valeurs de référence, les conditions limites, les méthodes de discrétisation sont directement affichées dans l'interface graphique. Ça ne concerne que les changements faits par l'utilisateur dans l'interface graphique. Tous les changements liés aux commandes de TOI ne sont pas affichés. Mais ça devrait venir dans la prochaine version, sans doute. L'intégration des fenêtres, l'imbrication des fenêtres pour le post-processing, c'était déjà intégré dans la version précédente, mais ça a été évidemment amélioré, en tout cas étendu, puisque maintenant les changements faits liés aux intégrations, enfin, aux fenêtres intégrées peuvent être enregistrés directement dans le case file. Et aussi, automatiquement, Fluent va intégrer la présentation des résidus dans une fenêtre, dans un objet graphique, s'il y en a un disponible qui a été créé avant le démarrage de la simulation. Donc, vous pouvez désactiver cette option dans les préférences graphiques, si vous le souhaitez. Pour certains, c'est une petite amélioration sur la définition des moniteurs, mais pour certains, c'est peut-être un soulagement, puisque maintenant, quand on définit un nouveau monitor, automatiquement, la case report file et report plot pour l'exportation d'un fichier de résultats et la création d'un graphique, c'est automatiquement activé, ce qui fait qu'il évite de cliquer trop souvent. Donc voilà, ça soulage un petit peu l'utilisation de cette définition des moniteurs. À noter aussi que si vous voulez définir un moniteur sur avec des valeurs moyennées, par exemple si vous voulez faire une analyse stationnaire, mais qu'à certains endroits le comportement du moniteur est un peu pseudo-transient, donc avec un terme cyclique, vous pouvez moyenner ces résultats avec l'option average over. Ça, c'était déjà connu, mais maintenant, la nouveauté, c'est que vous pouvez enregistrer les résultats, les valeurs instantanées, et pas juste la valeur moyennée. Ce qui permet deux choses, deux avantages. C'est déjà d'avoir deux courbes dans la définition de ce diagramme, une pour la valeur moyennée au fur et à mesure de la simulation, et une autre pour les valeurs instantanées. Et ensuite, a posteriori, vous avez aussi la possibilité de changer la valeur de nombre d'itérations utilisées pour la moyenne et pouvoir réadapter ça si vous avez coché la case retenir les valeurs instantanées. Donc ça permet d'être plus flexible sur la définition des moniteurs. Voilà. Donc on se déplace un petit peu plus du côté de la fenêtre graphique avec l'apparence des objets solides qui ont un peu changé. Donc maintenant est apparue cette coloration un peu pastel qui peut-être pour certains plus agréable que la version classique. Et puis surtout le rendering de matériaux solides qui est maintenant possible dans le Mesh Display avec une grande variété, une grande palette de
type de matériaux et de couleurs que vous pouvez définir, ce qui est sans doute un grand plus pour une communication des résultats pour un public moins initié aux résultats de simulation. Toujours dans l'interface, dans la fenêtre graphique, et les display states, donc tout ce qui est voilà, toutes les configurations liées à la lumière, la transparence, la projection de l'interface, tout ce qui est toutes ces configurations, vous pouvez maintenant les enregistrer de manière permanente et aussi les exporter pour les réutiliser et les réimporter dans d'autres modèles Fluent et avoir une meilleure comparaison des résultats d'un modèle à l'autre. Toujours dans l'interface graphique, mais cette fois plus dans l'arborescence. L'arborescence pour les mesh interfaces a été un petit peu changée, un petit peu plus épurée, je dirais. Où maintenant, toutes les zones d'interface sont maintenant intégrées directement en dessous des mesh interfaces et plus comme avant avec les boundary conditions, ce qui fait que vous avez moins de doublons, ça devient un peu plus lisible, savoir avec quel objet les interfaces ont été créées. Et de plus, il y a maintenant la possibilité dans cette version de voir les zones qui non coïncidentes, hein, comme on le voit en orange dans la fenêtre, ce qui permet de mieux contrôler la définition des interfaces de maillage. Donc d'autres améliorations du côté du post-processing aussi. Donc il était pour les champs statistiques spécifiques par zone, c'était déjà possible évidemment, mais ce qui est la nouveauté, c'est d'utiliser comme variable les expressions qui ont été définies dans name expression. Aussi, toujours pour les expressions, de nouveaux fonctions de flux ont été ajoutées. Et enfin, pour ce qui est du post-processing et des diagrammes, les diagrammes de force ou de moments cumulés sont maintenant des objets permanents. C'est-à-dire que c'est plus généré par la fonction edit, mais par la fonction news qui permet de rendre ces objets graphiques permanents dans le case file. Toujours pour le post-processing, donc en fin de simulation, vous avez sans doute découvert dans la dernière version les rapports de simulation qui étaient, voilà, c'est histoire de s'aligner avec CFX et la simulation de report de CFX. Donc ça a été un petit peu, comment dire, amélioré aussi de ce côté-là avec un temps de chargement plus court, une plus grande flexibilité dans la définition du rapport. Vous pouvez changer l'ordre de chaque section comme bon vous semble. Et surtout, un élément intéressant dans le rapport, c'est au niveau de la convergence, enfin le statut de convergence de la simulation qui a été intégré en nouvelle section dans ce rapport de simulation. On change un petit peu d'interface et on regarde un petit peu du côté de Fluent Meshing. Jusqu'à présent, dans tous les workflows de Fluent Meshing, le workflow editor, donc tout ce qui est les caractéristiques liées à chaque étape du workflow, était intégré en dessous des étapes, ce qui rendait un petit peu, voilà, la fenêtre était un petit peu trop petite, c'est ce qui obligeait l'utilisateur à défiler la fenêtre quand il y avait beaucoup de zones, hein, beaucoup de régions. Maintenant, vous avez la possibilité de placer ce workflow editor entre le workflow lui-même et l'interface graphique et la fenêtre graphique, de la même assez similaire comme le task page dans le mode solution. Concernant les workflows, donc commençons par le WaterTag workflow dans Fluent Meshing. Voilà, plusieurs petites améliorations ont été intégrées. Donc, jusqu'à présent, on pouvait
précédemment, on pouvait extraire ou faire une extrusion du maillage volumique à partir d'une surface plane. Maintenant, c'est possible de le faire sur tout type de surface. Pour ce qui est des body of influence, vous pouvez maintenant, c'est plus obligatoire de le mettre dans le fichier de géométrie, mais vous pouvez l'intégrer séparément dans une task, dans une étape dédiée. La définition des conditions de périodicité peuvent être maintenant définies avant de générer le maillage surfacique, ce qui évite de générer deux maillages surfaciques. Donc on a un petit gain de temps de ce côté-là. Et enfin, en arrière-plan, de manière automatique, il y a beaucoup de zones qui vont être fusionnées en même temps et éviter que Fluent automatiquement génère plein de noms de faces ou de cellules. Par exemple, dans l'exemple donné ici pour le moteur électrique, s'il y avait un nom donné pour chaque bobine, donc les bobines de cuivre auraient été par Fluent nommées séparément, alors que là, dans la nouvelle version, si vous avez fait l'effort de donner un nom de corps pour l'ensemble des bobines, Fluent va prendre en compte votre définition et va éviter de générer un nom pour chaque bobine. Ça restera un seul zone pour toutes les bobines et non plus séparément comme avant. À noter aussi, dans le même esprit, la nouvelle étape Manage Zone Task, ce qui vous permet de renommer après la génération du maillage volumique certaines zones ou de les fusionner ensemble. On a encore plus de flexibilité pour renommer les zones dans Fluent Meshing. Et puis aussi, petite nouveauté, donc on peut aussi intégrer pour les scopes size field. Jusqu'à présent, c'était que pour le maillage surfacique et volumique. Maintenant, pour les éléments prismes de la couche Lumix, il y a aussi la possibilité d'intégrer ce fichier de contrôle. Pour l'autre workflow, donc fault tolerant meshing, l'attention a été portée sur la vitesse et la stabilité du maillage en parallèle, et notamment avec un gain de temps au niveau du calcul des size fields pour le wrap, et puis le rendre un peu plus robuste pour éviter tout maillage dans les zones de fuite, ce qui génère des dead zones ou tout simplement des éléments de maillage qui seront pas requis. Et tout ça accumulé fait que, par exemple, pour un cas de aérodynamique automobile, le temps de maillage a été quasiment divisé par 2. Voilà, et puis d'autres petites améliorations sur ce fault tolerant meshing. Je ne vais pas forcément aller dans le détail de chaque étape à cause par manque de temps un petit peu, mais voilà, si vous avez le temps de lire, vous pouvez regarder ça si vous le voulez. Voilà, des petites choses. Donc toujours dans le côté amélioration de la performance, mais cette fois pour les modèles un peu plus lourds, donc ce qui concerne plus de 10 000 zones par exemple. Le temps de lecture en mode solution a été quasiment multiplié par 10, ce qui est un gros avantage entre la version dans cette nouvelle version et la version précédente. Souvent dans les modèles avec un large nombre de zones, le problème c'est l'utilisation de la caméra dans la fenêtre graphique. Ça peut être un petit peu lent et un petit peu frustrant d'utiliser. Donc maintenant, Fluent va faire en sorte de prioriser l'utilisation de la caméra au détriment d'un rendu graphique
voilà, il va désactiver certains rendus graphiques pour faciliter, pour fluidifier l'utilisation de la caméra dans la fenêtre graphique. Toujours côté amélioration de la performance, cette fois pour la simulation en parallèle sur un cluster, spécialement dans le cas d'un sliding mesh, tout ce qui est utile pour voilà, partie rotorique, les parties rotoriques d'un moteur électrique ou les roues, simuler le mouvement des roues dans une voiture pour l'aérodynamique, ou bien la partie rotorique d'un ventilateur pour le refroidissement de pièces électroniques, par exemple. Tout ça a été, une grande attention a été portée sur sliding mesh en parallèle, jusqu'à 30% d'amélioration du temps de calcul. Pour ce qui concerne voilà, un peu plus du côté IT, je dirais, le Slurm a été ajouté comme job scheduler, ce qui a été demandé par de nombreuses fois, notamment sous Linux. Et du côté de Windows, la parallélisation, le message passing interface, le standard, c'est maintenant Intel MPI 2019, ce qui résout quelques problèmes liés à l'utilisation des réseaux VPN. Changeons de logiciel et regardons un petit peu une petite nouveauté du côté de CFX, très adapté pour l'analyse thermique par exemple. Vous avez donc maintenant les deux côtés d'une interface, d'une zone de contact entre un fluide et solide sera maintenant renommé en fonction du name selection dans this meshing, suivi de side 1 ou side 2. Cette nomenclature que vous pouvez bien évidemment changer dans les préférences. Voilà, donc c'est pas grand chose, mais à noter quand même. Et en arrière-plan, voilà, il y avait pour l'intégration, le transfert de résultats Fluent dans CFD Post, avec quelques difficultés avec le format CFF. Donc, de nouveaux formats été intégrés pour répondre à ce besoin, donc les cases.post et date.post pour résoudre ce problème. À noter aussi sur CFX une amélioration du traitement des cas assez lourds, quand vous avez beaucoup de monitors ou de grands nombres de pas de temps. Et aussi pour ceux qui utilisent CFX, vous avez maintenant la possibilité de définir une simulation localement et de l'envoyer sur l'Ansys Cloud directement de votre ordinateur local. Ça se fait tout simplement avec une commande à intégrer dans une console, et puis vous avez accès pour un grand nombre de processeurs pour pour simuler votre gros modèle. Et du côté de Fluent, on revient un petit peu du côté de Fluent. En arrière-plan, maintenant, les résidus locaux sont maintenant standards. En tout cas, vous pouvez l'intégrer dans les préférences pour éviter de le faire manuellement, comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc, pour rappel, les résidus locaux, c'est scalé localement. Ça correspond un petit peu aux résidus classiques dans CFX. Voilà, donc c'était les améliorations de manière générale sur l'interface graphique sur Fluent et CFX. Je vous invite maintenant à regarder un petit peu plus en détail dans la modélisation par domaine d'application. Commençons donc par la combustion. Donc, maillage adaptif et automatique. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très nouveau, mais ça a été vraiment boosté dans cette version, notamment en direction de la combustion et de l'aérodynamique.
Donc le maillage adaptif automatique permet de remailler pendant la simulation dans des zones voilà, où la tension est portée. Donc généralement, les zones de fort gradient, par exemple, pour la combustion, ce sera le bord de flamme ou la flamme elle-même, enfin les zones de fort gradient de température. Et pour l'aérodynamique, c'est par exemple pour affiner le maillage dans la zone d'onde de choc. Donc ça, c'est des critères prédéfinis qui ont été intégrés dans cette version pour voilà, facilement remailler aux zones intéressantes et avoir un gain de temps au niveau de la simulation pour avoir un maillage fin que dans les zones intéressantes et remailler de manière un petit peu grossière sur d'autres zones. Donc voilà, tout ça a été amélioré aussi en combinaison avec le pas de temps adaptif. Et à noter aussi dans le maillage adaptif polyèdre, donc Puma, maintenant l'intégration de cette adaptation de maillage pour les éléments prismes peut se faire de manière anisotropique et intégrer, activer en tout cas directement dans l'interface graphique. Précédemment, c'était que utilisable en mode bêta par une commande TOI. Voilà. Donc un exemple de démonstration de ce raffinement de maillage local, c'est dans la chambre de combustion par exemple, où l'exemple de gauche est assez flagrant, je dirais, où sans adaptation de maillage pour l'allumage d'une flamme, il fallait jusqu'à 12 millions de cellules en 2D et 3 semaines de calcul. Et pour le même ressource sur un cluster, on peut diviser par 2 le nombre de cellules, mais pour un temps de calcul de 3 jours. Donc c'est vraiment un vrai plus pour ceux qui sont pour les développeurs de chambres de combustion, enfin tous ceux qui utilisent les modèles de combustion en général. On reste dans les chambres de combustion avec un autre modèle qui a été aussi intégré dans la version précédente, c'est les perforated walls, murs perforés. En gros, dans les chambres de combustion, généralement, il y a l'enveloppe des chambres de combustion sont perforées de petits trous pour apporter un flux secondaire froid et protéger les parties solides de trop grandes valeurs de température. Donc ça, c'est l'idée de ce modèle. Et maintenant, ça a été développé pour l'utiliser comme modèle d'injection statique. Donc, pour éviter de mailler spécialement, donc en alternative au mass flow inlet, vous pouvez maintenant, a posteriori, utiliser le modèle perforated wall pour vos injections d'air, conditions de température, d'espèces, de masse, tout. Ce qui peut aussi être avantageux pour les modèles DDPM pour les fluides AZ-bed. À noter aussi, jusqu'à présent, le coefficient de décharge était jusqu'à présent défini qu'avec une constante. Maintenant, vous avez la possibilité de définir un coefficient de décharge en fonction de la géométrie des trous. Donc, si c'est par exemple, c'est pas forcément des trous cylindriques, mais plutôt coniques, des choses comme ça. Donc, vous pouvez intégrer votre UDF pour changer vos coefficients de décharge en fonction de la géométrie des trous. Toujours dans le domaine de chambre de combustion, si la chambre de combustion est par exemple axisymétrique, vous pouvez intégrer la condition de périodicité. Et pour ce qui est du modèle de transfert thermique, enfin de radiation en tout cas, avec le discrete ordinate modèle, vous avez une grande amélioration du temps de calcul, notamment pour le calcul des view factors.
que ce soit sans carte graphique ou avec carte graphique. Cette accélération le modèle d'accélération du discrete ordinate est vachement avantageux, surtout avec l'intégration de cette condition de périodicité, jusqu'à réduction d'un facteur 4 pour le calcul des view factors. C'est tout de même pas négligeable. Une grande attention aussi a été portée sur le développement d'un modèle de combustion hydrogène, et notamment le Framnet Generated Manifold en combinaison avec le modèle de turbulence SPS montre de bons résultats pour combustion hydrogène ou en tout cas un mélange hydrogène-méthane qui donne de bonnes concordances avec les résultats expérimentaux, ce qui a été possible pour deux raisons. D'une part, l'intégration des mass fractions pour l'hydrogène et les hydrocarbones, et aussi de nouveaux types de calcul de la vitesse de propagation de flammes laminaires qui utilise en fait en arrière-plan un calculateur de Kempkin. Voilà, c'était pour la partie combustion. En regardant un petit peu du côté turbo-machine, un petit peu sur Fluent, mais aussi sur CFX. De nouvelles choses ont été apportées pour améliorer le workflow. Donc, déjà un nouveau modèle de vapeur humide a été aussi intégré en remplacement donc le nouveau modèle Vukalovich qui vient remplacer le modèle de Young's pour l'équation d'état. Le modèle de Young présentait quelques défauts, notamment à l'arrière des aubages des turbines à gaz, ce qui est donc au niveau, notamment une surestimation de la pression totale à l'arrière des aubages, donc ce qui est résolu par ce nouveau modèle Vukalovich. Et les résultats aussi sont validés par le calcul sur CFX. Pour les utilisateurs de Blade Editor, vous avez maintenant la possibilité dans Workbench de définir le critère de zone d'engorgement avant la simulation, ce qui permet avant de simuler, de définir déjà après la génération de la géométrie dans Blade Editor si votre zone d'engorgement respecte vos critères de tolérance ou non, ce qui permet d'éviter de faire des simulations avec des géométries qui de toute façon ne correspondent pas à la tolérance. TurboGrid cette fois pour le maillage des aubages. Dans cette nouvelle version, ATM3D permet de fixer une hauteur de première cellule pour les éléments prismes de manière d'imposer une première hauteur de prisme sur tout le profil, ce qui évite un trop gros aspect ratio qui était souvent observé dans la version précédente. Toujours dans TurboGrid, une amélioration graphique dans le même esprit que ASM ou Ansys Meshing, l'instauration d'un nouvel histogramme pour mieux repérer à quel endroit se situent les cellules de mauvaise qualité, on va dire. On tourne maintenant du côté du post-processing. Pour l'animation des lignes de courant, voilà, il y a tout ce qui est animation de lignes de courant, pour quel que soit le modèle, a été grandement accéléré, ce qui fait que après la définition des lignes de courant dans CFD Post de manière classique, vous pouvez intégrer maintenant comme d'habitude une animation, mais cette fois le temps de génération est quasi automatique, quasi instantané. Vous pouvez même bouger l'objet pendant le rendu graphique sans gêner l'animation. Ça, c'est quand même une autre manière
une grande amélioration pour visualiser les résultats dans CFD Post. Passons maintenant à un autre domaine d'application, donc le développement des batteries et piles à combustible. Donc dans Fluent Meshing, une nouvelle étape dans le workflow, dans le WaterTag workflow a été ajoutée spécifiquement pour l'étude et le développement des batteries. C'est le Add Linear Mesh Pattern. L'idée, c'est d'avoir un élément surfacique qui va être répété plusieurs fois dans votre modèle. Donc, vous pouvez définir une translation, rotation de votre cellule. Vous pouvez aussi mettre vos cellules en décalé avec cette nouvelle fonctionnalité. Voilà, donc ça permet une grande flexibilité pour le maillage des batteries. Toujours du côté du modèle de développement, du côté de développement du modèle de batterie. Voilà, différentes choses ont été ajoutées, notamment la manière de clusteriser les cellules entre elles, qui était jusqu'à présent, c'était de manière géométrique, on va dire, hein, une définition d'une box pour la clusterisation. Maintenant, la clusterisation se fait en fonction de la tension ou du rayon. À noter aussi voilà, le modèle Newman P2D est devenu plus robuste avec des forts taux de déchargement, de chargement, qui devient aussi robuste pour ce type de batterie. Et enfin, sur l'animation, je ne sais pas si on la voit bien, ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est dommage, il y a une belle animation. Ah si, maintenant ça marche. Voilà, donc c'est le propagation d'un court-circuit d'une cellule dans tout le pack. Ça, c'est ce qui est très important pour la sécurité des batteries, essentiellement. Et voilà. Poursuivons toujours pour le modèle des batteries. Alors jusqu'à présent, il y avait l'utilisateur devait chercher lui-même les caractéristiques des matériaux pour les batteries. Maintenant, une nouvelle banque de données de matériaux a été intégrée pour faciliter l'utilisation du modèle de batterie, avec notamment les sources indiquées en commentaire. Voilà, aussi à noter quelques librairies aussi pour le modèle APPC und Abuse Kinetics, donc Abuse Kinetics justement pour ce modèle de propagation thermique dans un court-circuit d'une cellule. Du côté de piles à combustible, beaucoup de petits changements, je dirais, qui facilitent l'utilisation, la modélisation des piles à combustible, où où avant plusieurs étapes étaient à définir manuellement, créer les matériaux mixtes, les matériaux poreux à définir manuellement. Maintenant, tout ça est devenu automatique, et notamment aussi l'intégration de l'électrolyse pour la production d'hydrogène qui devient aussi possible dans cette version 2021 R2. On change maintenant de domaine et passons maintenant au côté multiphase, modèle multiphase. Alors, pour jusqu'à présent, en utilisant le modèle volume of fluid, il y avait deux modèles de discrétisation qu'on pouvait utiliser. Le first order, qui était un modèle de discrétisation rapide, mais qui avait le désavantage de générer du bruit numérique, diffusion numérique au niveau de l'interface. Et ce problème pouvait être
résolu, on va dire, avec le deuxième modèle, donc Bounded Second Order, BSO, on va dire, qui résout le problème d'une diffusion numérique, mais qui était un petit peu qui allongeait le temps de calcul. Et l'idée, c'est d'utiliser l'avantage des deux modèles en combinant ces deux modèles sous un même modèle, Flexible Bounded Second Order, pour avoir un temps de calcul. Donc, utiliser le first order pour le BSO plutôt, pour tout ce qui est calcul de la fraction volumique, des équations de turbulence et de flux, d'écoulement, et puis pour le reste des équations first order model. Donc l'idée, c'est de combiner l'avantage des deux modèles de discrétisation sous un même modèle. Donc pour l'étude du cas, l'exemple donné, c'est voilà, un modèle d'impingement d'eau sur une plaque chaude, par exemple, ce qui est utilisé dans l'industrie automobile pour le refroidissement des moteurs électriques, par exemple, refroidir les bobines de cuivre, par exemple. Donc voilà, le test qui a été fait, c'est d'utiliser, regarder la température maximale dans tout le domaine avec un moniteur et regarder à quel moment on atteint le niveau, enfin le régime stationnaire et avec quel pas de temps aussi. Donc le first order model il donne de bons résultats. On atteint un régime stationnaire assez rapidement, mais comme annoncé, la diffusion numérique est présente dans l'interprétation des résultats en cross-processing. Donc avec BSO, on a plus de problèmes de diffusion numérique, mais il faut avoir un pas de temps très très bas pour des raisons de stabilité. Si on utilise un pas de temps trop grand, donc c'est le troisième graphique, on a un régime stationnaire qui est beaucoup trop tard. Donc l'idée, avec le flexible BSO, on peut utiliser des pas de temps assez grands pour avoir pour avoir un régime stationnaire au bout comme pour le first order modèle de discrétisation. Donc pour VOF, implicit VOF, vous pouvez utiliser le flexible bounded second order pour combiner les deux modèles de discrétisation. Pour le traitement du anti-diffusion, c'était déjà intégré dans les versions précédentes, mais même si on activait le traitement antidiffusif, il arrivait quand même d'avoir cet artefact graphique avec des petites vaguelettes. Donc du coup, c'est un nouveau traitement qui a été ajouté, traitement dynamique d'antidiffusion pour pallier à ce désagrément. Ce qui concerne le détecteur d'instabilité dans le modèle multiphase, il avait été intégré pour justement améliorer la stabilité du calcul avec hybride NITA, mais c'était un petit peu conservatif et du coup Ansys a changé ces conditions limites CFL pour trouver le meilleur compromis entre stabilité et temps de calcul, et avec cette adaptation, enfin cette amélioration, on peut gagner jusqu'à 20% de temps de calcul. On arrive maintenant sur l'avant-dernier domaine physique, je dirais, ce qui est donc discrete particle et discrete element model. Donc, globalement, c'est beaucoup dans cette version, beaucoup de changements sur la manière de définir les injections dans le modèle DPM. Donc, ce qui est nouveau, c'est l'intégration d'un système de coordonnées locales pour
pour un type d'injection dans un système tournant, par exemple. Donc voilà, de manière globale, ce sera toujours le système de coordonnées global, mais qui sera utilisé, mais vous pouvez définir un système de coordonnées local et ce sera celui-là qui sera utilisé pour la définition de votre injection. Donc ça marche avec tout type, pas tous les types d'injections, mais quasiment tous. À noter aussi l'injection surfacique de manière aléatoire, qui était une fonctionnalité bêta et qui est maintenant une fonctionnalité complètement intégrée dans cette version. Voilà, ce qui permet de déplacer, de placer des particules de manière complètement aléatoire sur votre surface d'injection. Et nouveau type d'injection, c'est l'injection de type volumique, une sorte de patch, on va dire. Vous pouvez définir soit vous avez déjà intégré une cell zone pour la définition de l'injection, ou alors vous pouvez définir a posteriori une zone géométrique, un cylindre, une sphère, etc., pour votre injection volumique. Voilà, sinon, à noter aussi, le High Resolution Tracking est maintenant par défaut activé dans cette version, ce qui donne un meilleur tracking des particules dans le modèle DPM. Plusieurs changements aussi à noter en arrière-plan. Bon, je pense que vu le temps, je ne vais pas pouvoir y aller dans le détail. Une petite parenthèse sur ANSYS 2021 R2 concernant Rocky DM. Pour certains d'entre peut-être que ce logiciel vous est connu. Rocky DM, c'est un logiciel de modèle d'éléments discrets qui est généralement préféré au modèle DEM de Fluent parce qu'il est plus robuste, plus rapide de calcul et aussi il a aussi une grande flexibilité dans la définition du type de particules, donc pas forcément des particules sphériques, mais ça peut être aussi différents types de formes, ça peut être des pailles, des cheveux ou des petits cailloux, par exemple, ou du maïs, souvent utilisé dans l'agriculture, l'agroalimentaire de manière générale, et l'industrie pharmaceutique, donc tout ce qui est médicaments, tout ça. Et il existe un couplage entre Rocky et Fluent pour un couplage bidirectionnel, donc entre le Rocky qui s'occupe de la partie particules et puis Fluent de la partie écoulement dans le reste du domaine, donc notamment utilisé dans les fluides AZBed. Là, en l'occurrence, dans cet exemple, c'est les particules qui sont séchées par un flux d'air chaud. Et la nouveauté de cette version de Rocky, c'est d'intégrer un modèle de transfert de masse d'eau entre les particules et le domaine fluide. Jusqu'à présent, c'était juste un transfert thermique. Maintenant, un modèle de transfert de masse a été aussi intégré, avec aussi la possibilité aussi dans Rocky de visualiser les résultats de Fluent et aussi de voir l'évolution du séchage avec l'intégration aussi de la tolérance statistique. Voilà. Toujours un autre exemple aussi de ce couplage bidirectionnel entre Rocky et Fluent, ça peut être aussi par exemple le séchage de pastilles, de médicaments. Voilà, comme la nouveauté, dans cette version de Rocky, c'est d'intégrer les résultats de Fluent dans l'interface graphique de Rocky, ce qui facilite la communication des résultats et l'amélioration de l'application. Aussi, un autre exemple qui est assez impressionnant, je dirais, c'est
l'utilisation de ce couplage bidirectionnel avec plus de 200 millions de particules possible avec 8 cartes graphiques. Voilà, c'est quelque chose que Rocky peut faire et ça a été ce couplage existe depuis longtemps, mais là c'est dans cette version il a été accéléré jusqu'à un facteur 12, donc c'est vraiment assez impressionnant. C'est quelque chose que voilà, ce couplage CFD DEM, ça c'est dans Fluent pas forcément possible, mais avec le couplage bidirectionnel, ça devient possible. Ouais. Voilà, c'était un petit aparté sur Rocky DM. Alors pour finir rapidement sur encore trois slides sur d'autres modèles qui sont un peu à part, mais qui jouent un rôle important dans le développement ou dans le temps de calcul, on va dire. Donc pour le Eulerian Wall-Film intègre un nouveau modèle de discrétisation avec le explicit Runge-Kutta 4e ordre, ce qui permet d'utiliser un pas de temps plus long et de stabiliser le calcul. Donc dans cet exemple donné, c'est l'épaisseur du film de buée dans un phare et en fonction du temps, avec le premier ordre, first order explicite, on voit que pour un pas de temps je crois que c'était 1 seconde, voilà, la simulation diverge, mais avec une méthode de discrétisation plus poussée, on arrive à stabiliser le calcul et avoir un pas de temps aussi plus long. Donc on accélère le temps de calcul. Voilà, une petite aparté aussi, c'est le couplage entre Forte et Mechanical via System Coupling dans Fluent, où vous pouvez utiliser toutes les capacités, toutes les possibilités de Mechanical et de Forte dans Workbench. Voilà. Fluid structure interaction dans Workbench entre Forte et Mechanical. Un autre modèle intéressant aussi en maillage dynamique, c'est le gap model. Gap model, tout simplement, ça permet de désactiver des éléments de maillage, des cellules qui sont à l'intérieur d'un espacement prédéfini. Donc le flux, l'écoulement sera bloqué si le solide en mouvement fait qu'il y a un espacement de moins de X millimètres. Toutes les cellules qui sont dans cet espacement seront bloquées. Ça permet ça peut être très utile dans tout ce qui est ventile, les valves. Voilà, cherchez le mot. Ça peut être très, très intéressant. Il y avait déjà le contact detection qui permettait dans Dynamic Mesh de gérer le flux, l'écoulement quand il y avait un espacement assez grand, mais le gap model permet de définir plusieurs types d'espacements. Voilà, c'est la grande amélioration et de bloquer directement, automatiquement l'écoulement dans un espace restreint, un espacement restreint. J'arrive maintenant dans la dernière nouvelle fonctionnalité de cette version, c'est le Unified Remeshing. L'idée, c'est d'avoir un maillage plus uniforme, en tout cas plus proche du maillage initial quand les parties solides en mouvement font de grandes trajectoires dans le domaine. Donc, comme on le voit dans la simulation, vous avez un respect de la densité de maillage, quel que soit le mouvement de la pièce mouvante. Ouais. C'est une meilleure stabilisation du maillage et juste en activant dans le remeshing, ce Unified Remeshing. Voilà. Ça peut être intéressant. Voilà, j'arrive maintenant à la fin de la présentation. Tout n'a pas été dit, bien évidemment, puisqu'il y avait trop de nouvelles fonctionnalités, d'améliorations dans cette version. On a sélectionné ce qui a été
ce qui nous semblait le plus pertinent. Si vous voulez en savoir plus, cette version 2021 R2, vous pouvez regarder sur notre site internet, taper 2021 R2. Vous pouvez aussi retrouver d'autres informations dans l'indice Help ou le Customer Portal. Et pour aller encore plus loin dans CFD, je vous invite à regarder le prochain webinaire jeudi 4 novembre sur la simulation, optimisation de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. Retrouvez aussi sur notre site internet différentes possibilités de séminaires ou de e-learning. Le premier module de e-learning CFD est offert sans engagement. Et puis voilà, vous trouverez aussi toutes les informations et les dates concernant d'autres séminaires mécanique des fluides. Notamment, voilà, juste en résumé, les prochaines dates pour tout ce qui est de séminaires de base ou des séminaires un peu plus on va dire expérimentés, avancés, l'utilisation de l'EDF, écoulement diphasique, transfert thermique, radiation ou turbomachine. Voilà. Vous avez les dates ici si vous êtes intéressé. Merci pour votre attention et merci pour votre participation à ce webinaire. Nous pouvons donc passer aux questions. Nous avons à peu près 5 minutes. Bon, j'avais dit entre 5 et 10 minutes, à peu près, ce sera juste que 5 minutes. On va regarder du côté des questions. Alors, une des questions, est-ce qu'on peut définir des output parameters pour les valeurs moyennées dans this workbench? Effectivement, jusqu'à présent, et malheureusement c'est encore le cas, quand vous définissez un output parameter pour un moniteur défini avec une valeur en tant que valeur moyennée, dans cette version, vous aurez toujours le message d'information qui précise que le output parameter n'est basé que sur la valeur instantanée et pas sur la valeur moyennée. Donc, ce que vous définissez dans Fluent, la valeur moyennée ne sera pas prise en compte en tant que output parameter, juste la valeur instantanée. C'est toujours, ça n'a pas changé dans cette version. Seconde question, comment peut être l'utilisation du couplage Fluent Rocky. Oui, effectivement. Alors, vous avez besoin d'une licence supplémentaire, parce que ce n'est pas intégré dans CFD Premium ou CFD Enterprise. Mais pour le couplage Fluent Rocky, ça dépend du type de couplage. Si c'est un couplage unidirectionnel de Fluent à Rocky, par exemple un champ d'écoulement stationnaire que vous voulez intégrer dans votre écoulement de transition Rocky, vous pouvez l'intégrer dans Workbench. Il y a un workflow direct unidirectionnel Fluent Rocky. Si vous voulez faire un bidirectionnel, un couplage bidirectionnel, là ce sera plus dans Workbench, mais ça fonctionne avec avec Fluent en arrière-plan qui sera activé par des UDF dédiés. Voilà, donc vous utilisez Rocky et le couplage avec Fluent se fait en arrière-plan en batch mode. Voilà. La prochaine question, oui, c'est concernant les licences. Les licences, est-ce que l'utilisation des licences, de la disparition de l'incrément pour SpaceClaim joue un rôle pour l'utilisation du SpaceClaim? Je comprends la question. Oui,
comme il y a un incrément en moins, est-ce qu'on peut toujours utiliser SpaceClaim et Fluent en même temps? Effectivement, jusqu'à présent, depuis 2 ans, il y avait un incrément supplémentaire pour pouvoir utiliser SpaceClaim et Fluent en même temps. Ce qui était l'idée de base, c'était que ce soit pour améliorer la transition, d'avoir cette flexibilité de pouvoir utiliser les 2 logiciels. Voilà, mais sauf que cette flexibilité était juste temporaire. Et cette flexibilité arrive à échéance, ce qui fait que si vous avez une licence CFD Premium, par exemple, l'incrément, je crois que c'est A SpaceClaim Dir Mode, va disparaître. Ce qui fait que vous pouvez, si vous utilisez votre licence pour SpaceClaim, elle sera déjà utilisée pour Fluent, donc vous ne pourrez plus faire activer les 2 logiciels en même temps. Par contre, si vous n'êtes pas concerné, si vous avez une licence supplémentaire SpaceClaim dédiée ou par exemple Discovery, là vous pouvez utiliser les 2 en parallèle. Voilà. D'ailleurs, c'est aussi valable pour Insight. Insight, l'incrément va disparaître aussi. Je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais ça va se passer exactement la même chose pour Insight. Oui, donc c'est un peu la même question concernant le SpaceClaim. Bonjour, quelle est l'expérience chez CADFEM en termes de combustion diesel? C'est une bonne question. Combustion, oui. Diesel, spécialement, ça, je ne pourrais pas vous dire. Je dirais. J'ai un collègue en Allemagne qui s'y connaît bien en combustion. Alors, c'est très peu pas forcément du diesel spécifiquement. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter ultérieurement. Là, j'avoue que je n'ai pas d'exemple en tête de combustion diesel qui me viennent à l'idée, donc je dirais plutôt non. Mais pourquoi pas? Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. On est déjà à 2 minutes au-delà du temps réglementaire. Je pense que nous pouvons terminer ce webinaire. Merci beaucoup de votre participation, de votre interaction. Et voilà, une bonne journée encore et à bientôt.